Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son Détour. Nous sommes en direct pour parler de la catastrophe entre guillemets, naturelle qui fait suite aux pluies diluviennes qui viennent de s'abattre sur la ville capitale. Et nous avons choisi pour thème pluies diluviennes, lotissement non maîtrisé et catastrophe naturelle, quelles conséquences sur l'environnement? Pluies diluviennes, lotissement non maîtrisé et catastrophe naturelle, quelles conséquences sur l'environnement? Un pylône à haute tension s'écroule, une maison emportée par la violence de la tornade, un enfant enseveli par la boue, un marché qui disparaît par la violence de des crues, une toiture emportée par la violence du vent, etc. Telles sont les scènes d'horreur que les Congolais ont vécues au cours de ces derniers jours à la suite des orages qui se sont abattus sur la ville capitale. Catastrophe naturelle, diriez-vous, pour trouver une justification à cette colère de dame nature qui est la pluie, lorsqu'on sait que le Congo est un pays traversé par l'équateur et qui se trouve en zone tropicale humide, et les fortes pluies en cette période ne peuvent surprendre personne. Sauf que, au Congo, avec une urbanisation accélérée, pour faire un jeu de mots avec la municipalisation accélérée, et ne pas dire une urbanisation non maîtrisée, où les populations, faute de s'acheter des espaces sur des terrains viables, préfèrent aller se percher sur les hauteurs des montagnes, de Sadelmi ou de Ngamakoso. Les risques, tout le monde peut imaginer, ce sont parfois des coulements de terrain, des coulements de boue lorsqu'il pleut, et ne sont sans conséquence du fait d'un aménagement de l'espace qui n'est pas maîtrisé par les pouvoirs publics. Ils auraient bon dos, les pouvoirs publics, si on leur fait porter la mule sur le dos. Et si les populations étaient à reprocher parce qu'elles vont elles-mêmes s'installer et construire la maison de leurs rêves dans un environnement non viabilisé et parfois peu conforme. Question. Comment se font les lotissements des nouveaux quartiers au Congo? Tient-on compte de la qualité des sols? Une catastrophe naturelle peut-elle être maîtrisée? On peut allonger la litanie des questions, mais au cours de ce débat, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec nos invités que je m'en vais vous présenter tour à tour. Monsieur Camille Itoi Ngate, qui est le président de l'Ordre des architectes du Congo, qui est lui-même architecte et urbaniste. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, monsieur Guy Gilbert Nyanga, qui est environnementaliste et spécialiste des luttes anti-érosion. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Soni. Et enfin, monsieur Arsène Rigobert Guélélé, qui est président de l'association Action pour l'environnement et la solidarité internationale. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc c'est autant dire que nous avons sur ce plateau choisi des gens qui sont peut-être qualifiés à nous apporter quelques éclairages sur ce que nous venons de vivre. Alors, peut-on maîtriser l'environnement? Peut-on maîtriser les catastrophes naturelles? Est-ce que l'urbanisation du Congo ou de la ville capitale s'est faite dans les règles de l'art et les conséquences que nous venons de vivre ces derniers jours, est-ce qu'elles pouvaient être évitées? Monsieur Itoi Ngate. Merci, monsieur Soni. Bon, les catastrophes naturelles sont pour la plupart imprévisibles. Nous nous rendons compte que dans tout le monde entier, on s'en plaint. Vous avez vu en Asie, en Amérique, partout, les ravages, les tornades, les ravages, tout sont passés. Bon. Le problème, c'est maintenant savoir quand ces catastrophes arrivent et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'elles sont imprévisibles, ils arrivent, bon ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que l'on doit faire, c'est que chaque fois
un cas de ce genre arrive, une catastrophe nous arrive, il faut qu'on prenne aussitôt les décisions pour que les conséquences de ces mêmes effets ne se reposent plus, ne se répètent plus. On se dit, bon voilà, on a eu cette fois-ci, avec la tornade, avec la pluie, des éboulements, des ponts cassés. Bon, il faut maintenant qu'on agisse au plus vite, c'est-à-dire qu'on dise, bon maintenant, il ne faut plus que cela arrive. Si une pluie tombe, diluvienne soit-elle, qu'on n'arrive plus à avoir un pont qui se casse. Donc on prend des décisions pour cela. Ça, c'est ce qu'on appelle les opérations, les prévisions, les jours pour jour. Non, ça, quand le cas arrive, on résout le problème pour que ça n'arrive plus. Mais à long terme, ça c'est à court terme. À long terme, il va de soi qu'on doit penser à une ville, à l'organiser. Une ville est régie par un schéma directeur. Ce schéma directeur précise tout ce qu'il y a comme aménagement, assainissement, lieu d'habitation, lieu de service, lieu de commerce. Donc, chaque activité humaine a une place dans un plan, un schéma directeur, dans une ville comme il faut. Donc, si cela est fait, si une ville a été planifiée, comme on le dit, et un schéma directeur, donc c'est une prévision pour affronter les catastrophes. Parce qu'on sait que l'assainissement a été prévu, on sait où vont s'écouler les eaux, on sait qu'en cas de grande pluie, où vont s'écouler les eaux, en cas de circulation, d'évacuation de la population, où les gens vont circuler, etc. Donc, c'est prévu dans le schéma directeur. Et donc, en quelque part, on est déjà muni d'armes pour affronter les catastrophes. Donc ça, je voulais un peu dire ça. Et une fois cela est fait, si le schéma directeur est fait, et on le suit, parce qu'au fait, le schéma directeur, c'est un projet, et il est adopté, il est suivi. S'il est bien suivi, évidemment, on affrontera les problèmes qui arrivent, qui ne manquent jamais, qui arrivera au jour le jour, et on évitera au plus les catastrophes. C'est une prévision. Donc, c'est un des principes qu'il faut pour éviter les catastrophes. Très bien. Monsieur Nyanga, les grandes villes, non pas seulement Brazzaville, connaissent depuis quelques années, du fait de cette démographie galopante, d'espèces d'aménagement anarchique, les villes s'étendent, mais souvent on ne tient pas compte de l'environnement dans lequel ces villes s'établissent, enfin ces nouveaux lotissements s'établissent. Qu'est-ce qui peut expliquer, avec ce que nous venons de vivre, avec les pluies diluviennes, que pareille catastrophe puisse arriver? Qu'est-ce qui peut expliquer? Merci, M. Sony. Vous savez, nous sommes dans une zone, vous l'aviez dit, zone équatoriale. Et la particularité chez nous, c'est la pluviométrie. Nous allons, pour prendre le cas typique de Brazzaville, faire un petit diagnostic géographique de Brazzaville. Quand nous voyons le relief de Brazzaville, quel est le relief de Brazzaville? Nous avons des zones de hauteur. Quand en partant du Djoué, en partant disons de Ngangalingolo, nous sommes en hauteur. Et quand nous descendons du côté de Bifouiti, nous sommes sur un terrain plat, et ce petit terrain plat va déboucher sur les plateaux que nous appelons aujourd'hui plateau de 15 ans. Ensuite, nous avons la zone plate qui quitte Poto-Poto, donc à partir de la ville de Mémé jusqu'à Wenze. Et petit à petit, en allant vers l'hôpital Talangaï, nous allons en hauteur pour arriver au sommet de Ngamakoso. Le même schéma prend en compte la zone de Mukondo, de Mfilou Makazu, Kombo, Masengo. Donc sur le plan du relief, la situation, nous sommes donc dans une zone à risque.
Deuxièmement, nous avons les sols. En partant toujours de Ngangalingolo, qui est l'extrême sud de notre ville, nous avons un sol qui est appelé sol Bateke, qui a une particularité, c'est que c'est un sol friable. Donc un sol très léger, facilement érodable. Quand nous descendons, un peu après Ngangalingolo, nous arrivons sur une zone de grès. Et cette zone est très compacte du fait de la consistance du grès et de l'argile qui s'y trouve. Et progressivement, arrivé au niveau de Bifouiti, nous avons le sol, vous suivez même au fond d'écran, que à partir de Bifouiti, le sable a une texture aussi fragile, donc c'est le même sable Bateke qui continue jusqu'à l'extrémité pour aller sur la route du Nord jusqu'au PK45 et en allant au-delà. Donc, ces sols sont déjà sensibles. Ces sols sont protégés parce que Dieu avait donné la nature, la végétation, qui malheureusement, par des faits anthropiques, donc des faits dus aux hommes, des faits des hommes, pour les besoins d'abri, l'enlève. Parce que le premier réflexe, quand nous avons acquis une parcelle, c'est d'enlever, de tout dessoucher, tout en sachant, tout en ignorant que cela est une protection naturelle. Pour le cas des dernières pluies, nous voulons quand même faire savoir que nous sommes dans une saison très exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que exceptionnelle en précipitation. Voyez-vous, du 1er novembre, du 1er au 25 novembre, nous avons eu 16 pluies. 16 jours de pluie. 16 jours de pluie. Et il y avait des pluies qui restaient de 2 heures du matin à 14 heures. Plus de 7 heures, près de 10 heures. Et les précipitations. Ça, je vais vous donner. Ce sont des données réelles, parce que nous avons consulté des techniciens, des données réelles de la météo, de la pluviométrie. Nous avons eu 296,9 mm d'eau qui sont tombés sur le sol de Brazzaville. En 16 jours. En 16 jours. Alors que la moyenne est autour de 250 à 260 mm. Donc vous voyez tout ce volume qui tombe à terre, dans le sol. Ce sol fragile, c'est comme on mettait une tonne de ciment sur votre tête. Vous n'avez pas supporté. Le sol aussi n'a pas pu supporter. D'où un certain nombre de glissements. Et ces glissements, en allant, quand je vous parlais du relief de Brazzaville, vous voyez, quand nous sommes dans les quartiers de haut relief, toutes les rues sont perpendiculaires au terrain naturel. Prenez le cas de Kombo, de Ngamakoso. Vous voyez l'avenue Maringwabi? Toutes les rues quittent la crête de la montagne et pour descendre vers Maringwabi. Très bien. Ces rues sont dénudées. Nous avons enlevé toute la végétation. Avec ce volume de pluie et ce sol fragile, dites-moi quelle est la conséquence. L'eau suit la pente. Très bien. Et apporte les sédiments. Apporte avec elle les sédiments qui descendent plus bas. Très bien. Et dans les bas côtés, si vous avez les petits caniveaux, vous les remplissez. C'est ensablé et les maisons sont englouties. On reviendra parce que les images vont... Monsieur Guéléli, vous avez suivi les explications, mais enfin bon, je pense que vous, dans votre association, vous prenez beaucoup plus sur l'éducation
pour que les gens aient une idée du respect de l'environnement. Et lorsqu'on voit que dépourvu de moyens, faute de mieux, même si on nous fait une bonne, un bon cours sur le respect de l'environnement, mais si on trouve un petit lopin de terre perché, c'est pas du côté de Ngamakoso, pourquoi ne pas s'y installer lorsqu'on sait que dans la vieille ville, comme on dit, le prix du mètre carré coûte les yeux de la tête. Merci beaucoup. Mais je pense d'abord, pour commencer à répondre, à apporter quelques contributions, j'aimerais, en tant qu'un acteur de la société civile, j'aimerais bien compatir d'abord avec les victimes. Il n'y a pas seulement comment ce qu'on appelle les dégâts matériels, il y a aussi les dégâts et il y a eu perte de vie humaine. Je ne sais pas une, deux personnes, mais c'est les gens qui ont perdu la vie. Donc je compatis d'abord avec ces personnes-là, puisqu'on est très proche de la population. Mais dans notre politique, au niveau environnemental, nous avons toujours prôné l'éducation à l'environnement. On ne peut pas prétendre protéger l'environnement sans être éduqué. Ça, c'est un facteur. Donc, c'est comme je disais aussi, je le dis tout le temps, nous avons depuis plusieurs années mis à la disposition de la population comment est-ce qu'on appelle, des documents qui expliquent, par exemple, les impacts des changements climatiques. On ne peut pas parler des changements climatiques sans l'éducation au changement climatique. Il y a Emmanuel Kant qui disait un individu se reconstitue à travers l'éducation. Donc l'éducation, c'est au cœur de tout. C'est très très important. Dans d'autres pays, c'est même dans le curricula. Donc on apprend aux enfants, on apprend même les catastrophes. Je fais prévention et gestion des catastrophes. Vous avez vu Fukushima au Japon. Mais le meilleur corps d'élite en matière de catastrophes au monde, c'est au Japon. Mais le Japon, les Japonais étaient affaiblis. Même ce corps d'élite. Nous avons vu à New York, c'est quand même les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Mais le Congo n'est pas épargné. Et lorsque vous lisez les documents que nous avons mis à la disposition, je vous mettrai ça à votre disposition, les impacts des changements climatiques. L'Afrique, c'est le continent plus exposé. Il y a des zones où il y aura augmentation du niveau d'eau. Vous n'allez pas oublier que nous avons connu entre-temps l'étiage. Il y avait un problème d'électricité. Ça, c'est des phénomènes. Maintenant, dans le cas au niveau de Brazzaville. Vous mettez la question de l'étiage aussi dans... L'étiage fait partie, c'est à cause de ça que je dis que si vous lisez... L'étiage, oui. Est-ce oui, qu'il y a diminution de niveau d'eau. Une conséquence avec la gestion de l'électricité? Enfin bon, ça c'est oui, les spécialistes. Il y a un lien. Lorsque le niveau d'eau baisse, ouais. Mais vous n'avez plus l'électricité. On a connu ça ici. Ok. Donc ça, c'est les conséquences. Un environnementaliste pourrait nous dire qu'il y a d'abord des études d'impact qui sont faites d'abord avant de mettre en place les structures de gestion, par exemple, de cette structure-là. Oui, mais tout projet actuellement, même au niveau des institutions internationales, doit faire l'objet des études d'impact environnemental et social. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, les conséquences, il faut qu'on informe la population. Voilà ce qui va arriver. Si vous constatez, je prends l'exemple, lorsque on dit que comment ça s'appelle, les séquelles au niveau du paludisme, il y a des maux de tête violents, comment ça s'appelle, les symptômes, comme on dit. Les symptômes, voilà, merci beaucoup. Les vomissements, il y a beaucoup de choses. Et dès que la personne est malade, on dit, bon non, ça, des signes là, ces symptômes, ça veut dire qu'il y a ça, ça, ça. C'est comme au niveau des changements climatiques. Le Congo n'est pas épargné. Le Congo n'est pas épargné, il faut qu'on sensibilise. Alors, donc, maintenant, puisque le Congo n'est pas épargné, est-ce qu'on peut anticiper les conséquences des changements climatiques? Oui, mais le problème, nous avons
l'adaptation, nous avons l'atténuation au niveau des changements climatiques. Et le comportement, il y a des conséquences anthropiques. C'est l'homme qui est au cœur. C'est un phénomène naturel. Mais l'homme vient ajouter à travers le comportement et les activités que nous menons. La destruction des arbres, l'agriculture surbrûlée, la surexploitation de la faune. Voilà quelques éléments des activités que nous menons dans l'ignorance. Et nous avons des conséquences. Si vous lisez les impacts, je pense qu'il y a certains phénomènes, on ne va pas s'étonner. Mais aujourd'hui, les érosions font partie des catastrophes, comme les inondations. Maintenant, par rapport au type de sol, je pense que c'est un problème que nous avons dans notre pays évoqué même au niveau des autorités. Lorsqu'on a connu les érosions de paix à son âme, qu'on appelait Noumazalaï. Les autorités se sont déployées. Mais quel type de sol qui est là? Je rejoins mon frère Guy. Peut-être qu'il n'est pas encore rentré dans les détails pour nous décrire tout ça. Il a fait juste un bref aperçu. Oui. Peut-être que lorsqu'on entend dans les détails, on saura que le type de sol dans lequel nous évoluons peut-être nous interdit de faire tel type d'habitation. Voilà. Maintenant, je voudrais, si vous me permettez, excusez-moi, depuis que nous connaissons moi j'appelle ça ce drame qui est en train de frapper Brazzaville, j'ai vu au niveau des arrondissements, les gens sont en train de curer les caniveaux par précipitation. Je me suis interrogé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les caniveaux bouchaient depuis longtemps, mais les gens qui passaient ne voyaient pas. Mais pourquoi maintenant on commence à curer les caniveaux? C'est que le problème aujourd'hui, l'eau, on ne doit pas empêcher l'eau de circuler. Et qu'est-ce qu'on met dans le caniveau? Quel est le rôle dont joue le caniveau? Voilà. Est-ce que nous allons attendre toujours que nous puissions vivre des conséquences malheureuses pour que nous puissions prendre conscience? Non. Je pense qu'il y a un travail que nous devons faire au niveau de la population. Le travail de l'éducation. Au niveau de tous ceux qui sont aux alentours, des décideurs de ces ouvrages. Il y a la responsabilité de tout un chacun. Très bien. Alors moi je reviens à M. Itoa Ngate, président de l'Ordre des architectes du Congo. Alors on construit, la ville s'étend, on modernise, c'est le langage à la mode, on y crée des aménagements, même il y a des terrains de football, omnisport qui sortent de terre. Est-ce que ces aménagements-là font l'objet de débats avec des spécialistes pour que l'on fasse d'abord les études d'impact et que l'on voit si ces lieux méritent d'être soit viabilisés ou mis en évidence? Voilà. Le problème que nous connaissons maintenant, depuis un bon moment, vu l'augmentation rapide de la population dans nos villes et l'urbanisation accélérée de nos pays, c'est que on a la charrue avant. On met les charrues. Parce qu'au fait, au début, il devait avoir la planification. On devait planifier. On crée une ville. Parce que les gens habitaient dans la campagne. On crée une ville, on l'organise. On dit, bon voilà, d'abord une ville doit être établie sur un terrain qui favorise l'économie, l'écologie, l'économie de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas créer une ville sur une pente. Ce qu'on appelle des zones non aedificantes, c'est-à-dire on ne peut pas demander aux gens d'aller habiter sur une pente, on ne peut pas demander aux gens d'aller habiter dans l'eau, donc on doit créer des villes et par contre, donc au début il faut les planifier. Il faut dire voilà, une ville doit être posée sur un terrain qui ne crée pas de difficultés écologiques, c'est-à-dire l'environnement qui ne crée pas de bon environnement, ce qu'on appelle des écoquartiers, des villes écologiques, des villes à développement durable. Donc, on doit créer une ville qui respecte l'environnement et qui crée un développement durable, qui doit vivre pour longtemps.
Nous avons vu des grandes villes comme Rome, des villes qui ont toujours vécu parce que c'est établi. Venise aussi. Venise, Rome, Londres. À le pied dans l'eau. Voilà. Chaque année. Mais une ville comme Venise, elle est créée dans l'eau, elle vit avec son environnement. Elle ne s'étend pas, elle est là, elle a des problèmes maintenant que connaissent l'environnement parce qu'il y a un réchauffement climatique qui fait que l'eau dans la mer augmente et commence à faire des inondations. Mais sinon, des siècles et des siècles, Venise a vécu. Voilà. L'eau s'évacue. Voilà. Et Venise a vécu dans l'eau. Et aucune voiture ne circule dans Venise en bas de la terre. Et Venise vit dans. Donc, il y a d'abord cette planification. Si cette planification respecte les données de l'écologie, ce qui signifie que les gens vivront à l'aise. Donc, il y aura assainissement, il y aura zonisation, c'est-à-dire qu'il y aura des parties réservées pour les terrains de football, les parties réservées pour le commerce, pour l'habitation, pour l'administration, les écoles, l'église et tout ça. Donc, et une ville planifiée devrait vivre à l'aise. Or, qu'est-ce que nous connaissons dans nos villes actuelles? La démographie galopante a fait que les gens vont à la recherche des terrains. Donc, ils se placent n'importe où, sur des pentes de plus de 10%, et surtout sur des terrains, comme l'a su l'expliquer notre collaborateur, qui sont des terrains non aedificants, donc friables. Donc, et surtout sur ces terrains, comme on l'a dit, on enlève l'écorce qui la protège. C'est ce que les canons connaissants, Simbapel, quartier tout pour le peuple, et tout, etc., qui ont fait que les gens ont occupé des terrains anarchiquement, et que ces terrains sont des terrains qui n'étaient pas prévus pour l'édification des logements. Et ce qui fait qu'actuellement, nous connaissons ce que nous connaissons. Alors, lorsque les gens anticipent parce qu'ils ont du mal à trouver un lopin de terre adapté à leurs revenus parfois, il n'y a pas que les moins dépourvus, hein, puisqu'il y a des bâtisses bien sûr. Qui font... Comment on fait? Bon, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que la faute de celui qui cherche le logement. Il y a la faute de tout le monde. Il y a la faute du gouvernant. Le gouvernant doit donc suivre la loi et dire je place les gens ici, je ne place pas les gens là. Parce que c'est la mairie qui doit planifier sa ville, qui doit dire où est déposer les habitations et déposer les services. Mais nous avons connu aussi le sursaut des propriétaires fonciers qui ont vendu à volo les terrains n'importe comment parce qu'ils voulaient avoir l'argent et parce qu'il y avait une demande excédentaire. Pourquoi la demande excédentaire? Parce que le gouvernement, vous voyez comment la route se tourne. Parce que les gouvernants n'ont pas prévu. Les occupants ont cherché et ont cherché. Les fonciers ont donné. Voilà ce que nous. Et comme la règle n'a pas suivi. Le gouvernement est venu racheter. Voilà, la règle n'a pas suivi. Le contrôle n'a pas été. Exproprié. Les gouvernants n'ont pas su faire leur travail en disant j'ai une ville qui évolue, je dois la planifier, je dois m'occuper, je dois récupérer auprès des fonciers les terrains nécessaires pour loger parce que j'ai des villes qui augmentent. Brazzaville a augmenté le Pointe-Noire a augmenté d'habitation en moins de 10 ans. Brazzaville a doublé l'habitation en moins de 10 ans. Donc il fallait le prévoir, peut-être pas tout, mais quand même prévoir parce que gouverner c'est prévoir. Donc il fallait savoir comment placer ces populations, l'exode rural est dedans, parce qu'au fait, nous sommes... Et l'immigration aussi. Voilà, l'immigration aussi. Voilà, l'immigration. Voilà, taux de pénétration. Donc, les gouvernants ont leur grande part de responsabilité. Les propriétaires fonciers, ils ont suivi la loi de la demande, mais je veux citer ici ce que disait un grand illustre italien qui s'appelait Garibaldi, quand il avait réuni l'Italie, quand il crée l'Italie, il dit maintenant j'ai le pays, j'ai l'Italie, il manque les Italiens. En fait, nous avons les villes, il nous manque des citadins. Donc il faut aussi que ceux qui viennent habiter en ville se comportent comme des citadins. Se disent que je suis en ville, je ne dois pas jeter l'eau usée dans la rue, je ne dois pas occuper n'importe quel terrain. Et voilà, tout cela fait que... Est-ce que ces aménagements-là existent pour faire en sorte que les gens se comportent en citadins civiques? Voilà. Monsieur Nyanga. Bon, c'est une question colle comme je... Non, elle n'est pas colle, mais bon. Comme l'a dit notre frère, au Congo,
Prenons le cas de Brazzaville, parce que nous y sommes nés, nous y avons grandi, c'est notre village. On l'a vu évoluer aussi. C'est notre village. Ben, à ma connaissance, il n'y a eu que, depuis que j'ai grandi, 2 quartiers qui ont été lotis. En fait, je ne parle pas de Potopoto, Mungani, mais 2 quartiers que j'ai vus lotis, mais dont les infrastructures n'ont pas suivi malheureusement. Bon, Dieu merci que ces quartiers sont des quartiers plus ou moins stables. Nous avons, comment on appelle, Diata. Diata a été loti. Et le quartier chic. Oui, le quartier chic. Nous avons ce qu'on avons appelle le quartier chic. Oui, le quartier chic, l'OCH, parce que c'est une société. C'est une société qui a fait son lotissement. Nous avons Mukondo. Mukondo, quand vous êtes à Mazala, le quartier, qui était donné, qui était cédé au camarades membres du comité de santé de l'UGC, était loti. C'est un lotissement. En dehors de cela, c'est la loi de la jungle. Malheureusement, je crois que c'était les faiblesses de nos services fonciers qui, dans le temps, certainement n'avaient pas de moyens, n'avaient pas de politique. Il faut dire les choses par leur nom. Il n'y avait pas une politique d'aménagement foncier. Aujourd'hui, louant les efforts du ministre Pierre Mabiala qui a doté notre pays d'une loi foncière. Doté, oui, mais maintenant il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. C'est là où le bas blesse. Donc l'application, sachez que monsieur Sony, quand on va l'appliquer, il y a la loi de la carotte et de la chicotte. Oui. Sachant que s'il faut appliquer les lois, ces lois, il y a des sacrifices à faire. Il faut les faire. Très bien. Vous avez parlé de 2 quartiers aménagés. Vous avez cité Diaté Mukono. J'avais cru penser que le quartier où nous sommes... L'OCH aussi, oui. L'OCH aussi. Bon, alors, depuis tout ce temps, qu'est-ce qui explique qu'il y a une excroissance de la ville? Malgré tout, les voiries urbaines et le reste n'est pas suivi. Monsieur Guéli, est-ce que on y croyait ou on n'y croyait pas? Quelqu'un dit gouverner c'est prévoir. Mais gouverner c'est prévoir, c'est voir aussi au niveau démographique, au niveau du parc automobile, au niveau des aménagements, des structures sociaux, si ça pouvait contenir les populations à l'époque. Bon, je crois qu'il devait être 900 000, hein, nous les Brazzavillois dans les années 80. Enfin, pas des Brazzavillois, hein, pas de ceux qui sont arrivés, que nous avons reçus, qui nous marchent dessus maintenant. Allez-y, monsieur Guéhi. Oui, merci beaucoup. Je pense que je m'accrocherai toujours à ce que j'ai dit sur les questions d'éducation. Mais à l'époque, ça n'a pas existé. Oui. Hein. À l'époque, nous avions les bennes pour... oui. Enfin, c'est ce qu'on appelle les camions bennes pour aller déposer nos ordures. Ce que vous dites là, c'est vrai. Bon. Mais enfin, pour nous, les Brazzavillois, hein, les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Je suis Brazzavillois. La responsabilité incombe à la mairie. Si c'est de fraîche date, je ne sais pas. Allez-y. La responsabilité incombe à la mairie. Mais on peut dire, nous on utilise souvent dans nos jargons les parties prenantes. Le rôle de chaque partie prenante. Le rôle de la population, le rôle des autorités, le secteur privé, le secteur public. Qui doit faire quoi? Donc on met, comme vous avez dit, des bagues, on appelait ça benne, comme vous m'avez dit, pour mettre les ordures. Mais il y a collecte des déchets, le traitement. Est-ce que nous avons, oui, le recyclage, nous avons des aires de stockage actuellement. Comment sont entretenues ces aires de stockage? Mais nous devons quand même remercier parfois nos frères qui utilisent les pousse-pousse. Sinon, dans chaque maison, dans chaque parcelle, imaginez les odeurs.
comment on pouvait les contenir? Les montagnes. Donc, ils font un travail qu'on doit les appuyer. Mais, excusez-moi. On l'appellerait Jacques Chirac parce que quand il disait, en plus, si vous ajoutez les odeurs... S'il vous plaît. Bon, donc, c'est caricaturer un peu... Tout le monde, on entend se regarder comment nous allons faire. C'est vrai, on peut avoir des bennes, on a vu des bacs à ordures, mais remplis. Il y a absence de moyens pour les déplacer. Mais d'abord, même si on déplace, on va les stocker où? Le lieu de stockage, les aires de stockage, ça doit subir un traitement. Le traitement, dans le traitement, il y a le tri, collecte. Parce que il y a, comment ça s'appelle, nos mamans qui sont dans les maraîchères utilisent parfois pour faire le fumier. Le fumier autre. Mais tout ce qui n'est pas non dégradable. Biodégradable. Il y a des bio et les non dégradables. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où il y a le problème. Mais non, libérer dans la nature. Je prends l'exemple de bouteilles plastiques. Hier, les sachets plastiques étaient sur le banc des accusés. Tout le monde a crié, on a eu à prendre un décret par le président de la République. Mais aujourd'hui, les bouteilles, je vois les brasseries. La boisson est dans les bouteilles plastiques. Ne citez pas leur nom parce que... Non, je ne cite pas les noms. Vaut mieux vous parler du matériel, des matériaux et puis après, bon. S'il vous plaît, je pense que tous... Bientôt là, vous allez... Non. Vous ratez la gorge avec un peu d'eau, mais... Oui. Le problème, c'est l'équipe. C'est l'équipe. On doit avoir l'esprit d'équipe. Donc, qui fait quoi? Le numéro 9 joue quel rôle? Le numéro 10 joue quel rôle? Nous allons gagner ensemble. C'est un cas de concertation. Je prends l'exemple de cette bouteille. Mais après l'utilisation. Mais celui... Vous étiez dans la rue. Oui. Cette population, l'individu qui est là, qui l'utilise, comment il se débarrasse de ça? Dans l'ignorance, le fait de ne pas avoir la connaissance sur l'éducation, il libère dans l'atmosphère. Tout à l'heure, je vous ai suivi. C'est lui qui est dans un moyen roulant. Comment il se libère de son papier de chewing-gum? Il fait ça, ce geste-là. Mais la rue n'est pas une poubelle. Nous, au niveau de notre structure, nous avons lancé une initiative, le cerveau vert, avec certains partenaires. C'est des réflexes écologiques au quotidien. Les gestes, Monsieur Galilée, vous êtes un peu... Enfin, j'allais dire que vous êtes un peu dans le nuage, mais ça serait pas bien pris. Mais oui. Non, mais restons les pieds sur terre. Oui. Le cerveau vert. Oui. Hein, le geste qu'il faut faire, le bon geste. Oui. Est-ce que l'aménagement répond à ce type de geste où quelqu'un qui a un papier de chewing-gum, qui a un Kleenex dans la poche, peut en marchant trouver un endroit pour ne pas qu'il puisse faire le geste, le mauvais geste, et qu'il le mette au bon endroit? Est-ce que ici c'est possible? Oui, mais nous avons... Non, la question est, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est pas possible. Non, excusez-moi, c'est possible. Nous avons connu une expérience. Faut pas qu'on soit dans la philosophie, parce que la philosophie, c'est bien, c'est aérien. Il faut qu'on soit les pieds sur terre. Oui. Monsieur l'architecte, est-ce que il y a, je suppose, en matière d'urbanisme, on tient compte de tous ces espaces-là? Aujourd'hui, si vous arrive une envie pressante d'uriner, ou peut-être de... Vous irez où? Est-ce que sous d'autres cieux, c'est prévu? Non, là, vous arrivez vraiment à la question qu'on disait, que faire, en fait? Nous allons venir tout doucement. Voilà. Nous sommes en train d'arriver. Donc, on ne va pas mettre à chaque avant de voilà. On va pas commencer. Nous sommes en train d'avancer justement sur que faire. En fait, la grande solution pour nos villes, d'abord, c'est ce que j'appelais toujours, et j'insiste sur cela, c'est la rédaction des schémas directeurs pour toutes nos villes. Parce que le schéma directeur, il englobe toute la vie de la ville. Ceux qui doivent le rédiger sont lesquels? Ce sont les écologistes, les biologues, les biologistes, pardon, les architectes, les urbanistes, les sociologues. Tout le monde est intégré, les paysagistes, tout le monde est là pour créer, penser à la ville future. En fait, cette ville est conçue pour aujourd'hui et pour demain.
Donc, Pour dire, on pour des prévoit siècles, tout. j'allais dire Des siècles, on prévoit tout. Donc, il y a ce qu'on appelle l'urbanisme participatif. Même le peuple dit son mot. Parce qu'on va vous dire, monsieur, votre quartier, ici, on doit installer une usine. Les populations sont capables de dire, non, 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 nous ne supportons pas cette usine parce qu'elle sera nocive, elle aura des émanations. Donc, cet urbanisme participatif, où il y aura non seulement tous les cadres du pays, tous ceux qui contribuent à l'élaboration d'une ville, doivent décider, il y aura donc ce plan. Il n'y a pas que le plan qu'on aura fait, mais il faut le suivre. Le suivi sera aussi une chose principale dans l'élaboration. Donc tout le monde doit dire, oui, ben, on avait dit qu'en 2018, on aura un CHU, là, mais ce que dégage le CHU va être déversé où? Voilà. OK? Et le CHU, est-ce qu'il peut servir toute la contrée alentour ou bien il sera dépassé dans 2 ans? Non, on prévoit tout cela. Donc si tout cela est fait et conçu, écrit dans un schéma directeur, une part de nos problèmes est résolue. Parce que nous allons suivre l'évolution. C'est ce qui se fait dans le monde d'ailleurs. C'est ce qui se fait dans tous les pays. Donc, Paris a un schéma directeur qui peut se renouveler chaque 10 ans, chaque 20 ans, parce qu'on sait qu'il y a une durée quand même qu'on va prévoir, parce qu'après on ne peut plus prévoir. Donc on dit, bon voilà, nous sommes arrivés à 10 ans, on revoit le... Brazzaville, l'unique plan directeur des derniers temps, date de 80. Il prévoyait l'évolution de Brazzaville jusqu'en l'an 2000. Nous sommes en 2013. 13 ans après. Donc, ça n'a pas été... Donc, l'évolution de Brazzaville n'a pas été maîtrisée. Et c'est la catastrophe que nous connaissons maintenant. Parce qu'on ne pouvait pas prévoir qu'au-dessus de Ngamakoso, sur la montagne, il y aura une tonne de population, c'était celle qui émane du 4 max, qui se retrouve là-bas. Qui dénature tout, qui enlève l'écorce terrestre. Mais tout ce sale va se retrouver par terre. Il va nous englober. On ne pensait pas qu'à Ngalingolo, il y aura tout ce monde-là qui va se trouver sur les collines. Et si cela a été revu depuis 2000, comme mais pourtant, Monaco a été conçu sur le rocher, on appelle voilà. Le rocher. Mais c'est pas pour autant que ça s'écroule. Comment chez nous, si on construit sur les hauteurs, enfin, non, si vous avez on peut construire sur le rocher de Monaco. À Nice, vous voyez à peu près... les canalisations ont été prévues. Bon. Sinon, on pensait que Ngamakoso allait se construire. On aurait prévu toute la canalisation qu'il fallait. Donc, on se dit, bon, les eaux de Ngamakoso vont s'écouler où? Et mais comme on n'a pas prévu, comme on s'est retrouvé dans un fait, on fait un urbanisme de fait. On se dit, oui, bon, voilà, on tient compte du fait que voilà, ça est là, on va avec. Et voilà, c'est ce qui crée nos problèmes actuels. Je ne dis pas que... C'est vrai qu'il y a les travaux qu'on fait au jour le jour, mais il y a un grand travail de prévision. En urbanisme, on n'improvise pas, on prévoit. Et quand on prévoit avec tous les secteurs. Et ce qui fait qu'on affrontera les problèmes avec plus de lucidité parce qu'on sait que quelquefois, on peut prévoir qu'il y aura une catastrophe de ce genre. Il faut qu'on sache comment l'affronter. Très bien. Alors, est-ce que, M. Nanga, vous comprenez la critique qui est faite parfois sur les populations en disant que non, bon, ils vont outre, ils ne respectent pas l'environnement au lieu de suivre les indications ou les mises en garde des pouvoirs publics. Ils préfèrent aller construire, soit sur les collines ou bien sur un terrain sablonneux. Est-ce que ces informations-là sont données en amont? Monsieur Sony, nous avons un réel problème de communication. Bon. On vous donne maintenant la possibilité de vous exprimer pour que nous puissions... voilà. Nous avons un réel problème de communication. On avait interdit d'imposer par le haut, mais maintenant on a l'impression qu'on impose par le haut et puis bon, la population... Je prends, nous avons... Monsieur Gelele aujourd'hui, tout à l'heure a parlé du chewing-gum quand j'étais. Nous devrions nous approprier des éco-comportements. Vraiment, vous avez des mots, hein? Non. Nous devrions... Les éco-cerveaux, les éco-comportements, le cerveau vert. Bon. Nous devrions aujourd'hui avoir des éco-comportements. Moi aussi, j'ai écrit éco-comportement. 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 Après, cerveau vert. Éco-comportement dans la construction. Éco-comportement dans la construction demande quoi? Ou dans l'aménagement. Monsieur a acheté sa parcelle, c'est vrai, il y a le béton,
Mais vous n'aviez pas trouvé ce béton. Vous l'aviez posé. Vous devriez... Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Vous aviez trouvé la nature. Vous devriez la respecter. Nous devrions avoir un minimum d'espace vert. Ça, c'est capital. Et ça, on ne va pas nous le dire. Quand vous voyez un sol s'éroder, c'est parce que vous lui avez arraché sa couverture. Monsieur Sony, je vous enlève en plein froid d'hiver à moins 5 degrés votre chemise. Je vais grelotter, je pense que voilà. je vais mourir. Mais acceptez que le sol grelotte. Donc, nous avons un problème. Au niveau des décideurs, il y a aussi la construction des ouvrages. Dans la construction des ouvrages, il y a un problème. Nous n'indexons personne. Est-ce que... On ne peut pas indexer l'état impersonnel. Voilà. Lorsque nous projetons la construction de nos ouvrages, lorsque nous exécutons la construction de ces ouvrages, est-ce que nous avons en amont fait une étude d'impact environnemental et social? Est-ce que nous avons consulté les populations dans cette étude d'impact environnemental? Dans une étude d'impact environnemental, nous avons des impacts positifs, nous avons des impacts négatifs. Et quand nous avons des impacts négatifs, il y a ce que nous appelons les mesures d'atténuation. Dieu merci que lors de la construction, parce que j'ai été responsable environnement pour la construction de la route Brazzaville-Kinkala, et ça, ce volet était l'un des points où l'Union européenne tenait. Mais le maître d'ouvrage, c'était une européenne, je suppose. Oui. Hein? Donc aujourd'hui, nous devions insérer... Voilà. Nous devions insérer ces pratiques. Nous devions insérer ces règles qui sont maintenant là universelles. Sans quoi nous allons toujours pleurer. Il y aura toujours des érosions, il y aura des inondations. Et nous avons donc un travail d'éducation à tous les niveaux. Excusez-moi, étude d'impact, oui. Je ne sais pas, on va peut-être monter une image, mais ce pylône de haute tension qui tombe, qui est construit, je crois, par des spécialistes, il doit avoir une durée de combien d'années pour qu'il ne puisse pas tomber et s'écraser? Monsieur Sony, oui, je vois le pylône, mais lorsque on fait, pour la construction d'un tel ouvrage, nous avons les pylônes des sociétés de communication, l'électricité, mais l'installation de ces pylônes doit obéir à ce que nous appelons une étude d'impact environnemental et social. Pourquoi? Nous installons des pylônes sur un terrain. Quelle est la condition nature du sol? La nature du sol. Nous sommes sur un sol fragile. Quelles sont les mesures de protection? Quel est le degré d'érodabilité du sol? Est-ce que ces sociétés nous sortent ces études? Aujourd'hui, Dieu merci, quand j'essaie de voir sur le transport de la ligne Mboulou, plus ou moins les choses se font. Hein, on essaie de voir les topos qui travaillent. Est-ce qu'ils font les études d'impact réellement? Mais quand on a mis un tel ouvrage, il faut prendre des mesures de protection. Et ces mesures de protection, ce n'est pas le béton. C'est vrai, le béton entre autres, mais il faut y remettre toujours la végétation. Excusez-moi, vous avez parlé que je suppose que ce terrain-là, si on peut encore le montrer, il est sur un sol batéqué, comme on dit, donc voilà. Sablonneux. Sable batéqué. Donc, le sable batéqué est par conséquent friable. Alors, de tels ouvrages construits sur un terrain comme celui-là, est-ce que les spécialistes n'y ont pas pensé? Est-ce qu'on pouvait imaginer la durée d'un tel ouvrage
connaissant le taux de pluviométrie que nous avons dans notre pays et aussi sur la nature du sol. Enfin, non, je voulais un peu parler. Là il faut voir ce cas particulier, c'est fait que ce pylône était construit dans une zone protégée à l'époque. En fait, la cité a rejoint ce pylône. Le pylône était dans une verdure, dans un terrain tout protégé. Comme le camp du régiment blindé. Voilà, c'est dans un truc protégé. Mais c'est l'urbanisation accélérée, galopante, qui est venue rejoindre le terrain et l'a laissé nu. Et par conséquent, il était devenu attaquable par les autres. Sinon, à la conception, il était dans la... C'est comme aujourd'hui, tous les pylônes que nous avons sur Ngamakoso, sur autres, si aujourd'hui la ville s'étend jusque là-bas, ils vont courir ce danger. Donc, en fait, c'est pas la faute à ceux qui l'ont construit. D'une part, mais c'est surtout la ville. En termes d'adhérence sur le sol. Voilà, la ville est allée jusque là-bas, mais c'est ceux qui prévoyaient l'élargissement de la ville jusque là-bas devaient savoir qu'il fallait protéger ce bien commun. Ce bien nécessaire, parce que dans ce cas, il fallait soit bitumer la rue pour protéger, ou éviter que les populations y aillent. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Ouais, monsieur Guélé, là, monsieur Nyanga dit... il y a aussi la qualité des ouvrages et la qualité de ceux qui construisent ces ouvrages, n'est-ce pas? Qui peut-être n'ont pas l'expertise requise pour construire des ouvrages durables et pérennes. Alors, quand vous voyez ce genre d'image... Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que ce que venait de dire... Monsieur Guy, moi je l'appelais Monsieur le vétiver. Il en sait quelque chose. Le rôle du vétiver face à l'érosion. Le rôle de bambou face à l'érosion. On dit qu'on ne peut que commander à la nature qu'on lui obéisse. L'économie a un mot à dire, le dernier mot revient à la nature, s'il vous plaît. C'est ça le respect. Le type de sol qui est là. L'herbe là joue quel rôle? Vous voyez le degré d'ignorance de la population. Mais il faut qu'il y a des sachants dans le domaine. Lui, c'est un sachant. Pourquoi il mettait, lorsqu'on construisait la route, il a amené le vétiver. Il y a l'air parfois qu'on met. Regardez un peu, s'il vous plaît. Sur la route Brazzaville-Kinkala à l'époque, c'était les bambous. L'aéroport. De part et d'autre. Hein. Quand on partait là-bas dans les années 70. L'aéroport, en partant vers Mfilou, là derrière. Il y a l'herbe qui est là. Le vétiver. Le vétiver. Mais ceux qui mettent le vétiver, c'est à cause de ça que je parle de l'éducation. La sensibilisation est très importante. Non, ça joue tel rôle. Mais vous en prenez à la population ou bien vous indexez les pouvoirs publics qui sont les maîtres d'ouvrage de ces les entreprises, d'abord les entreprises qui mettent les ouvrages là, les gens qui viennent planter les vétivers, je pense qu'on doit sensibiliser parce qu'ils ne savent pas. Mais s'ils n'ont pas de cahier de charge pour dire que ici nous sommes sur une colline, il faut construire, il faut construire. Excusez-moi. Je crois chaque année le 6 novembre, je crois c'est la journée de l'arbre, tout ça là. Bon. Tout le monde y va, y compris le président de la République, il va planter son arbre. Non, mais si on ne dit pas que... Le problème... Merci, M. Soni. Puisque vous abordez la journée de l'arbre. Non, je n'ai pas abordé, j'ai pris un exemple. Il y a une loi. C'est une loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça ne doit pas être un spectacle. Puisque, quand vous parlez même du président de la République, mais à chaque instant, il plante. J'essaie un peu de voir, quand il est sur place, le 6 novembre, il ne rate jamais l'occasion. Mais c'est une loi. Toute la population doit s'impliquer. L'importance de l'arbre, il doit y avoir un relais au niveau de la société civile, les autres, pour expliquer les vertus de l'arbre. L'arbre joue un rôle économique, cosmétique, il y a beaucoup de tout. La forêt joue, c'est un puits d'absorption de carbone. Donc ça atténue. Mais lorsque vous enlevez certaines herbes, vous coupez certains arbres, l'impact qu'il y a sur l'environnement, dans l'atmosphère, vous savez, lorsque vous coupez dans le rejet, au niveau de l'arbre, 50% du CO2
va dans l'atmosphère. Les conséquences, c'est pour ça que je souhaiterais, je suis en train d'insister sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tant sur le plan national qu'international, il y a un problème de réchauffement. Les changements climatiques, nous ne devons pas aller à côté. Mais je reviens vers mon frère Guy, que je vous ai dit que je l'appelais Monsieur Vétiver. On a planté le vétiver a stabilisé l'érosion de Mimi, l'érosion à tel endroit. Le rôle de bambou. Le bambou, par exemple, joue le rôle au niveau de, comment ça s'appelle, la protection du sol contre les érosions. La sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de rôles. Comment ça s'appelle? Ça absorbe le carbone. Non, la question n'est pas là. Vous connaissez le rôle. Maintenant, je suppose que les maîtres d'ouvrage... Monsieur Soni, oui. Je voulais évidemment donner un éclaircissement. Je vais vous donner un cas pratique. Je vais être pratique. Je suis sur la rue Banza. Et le gouvernement de la République, dans le cadre du projet PEDU, a pensé moderniser le quartier en construisant des ouvrages de drainage, donc des caniveaux, en construisant en posant des pavés. Aujourd'hui, c'est une belle voie. Hein? On n'a rien à cirer avec les routes de Nancy ou quoi. C'est une belle voie. Mais chaque fois que je venais à Brazzaville, parce que j'étais en poste à Ouando pendant la construction, je me posais la question, au constructeur, la société GTA, je la cite. Je dis, mais monsieur, vous posez là, est-ce que vous avez sensibilisé la population? Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a un chantier, on pose le gravier, toutes les parcelles ont le gravier. Toutes les parcelles ont le gravier, mais sans pour autant se rendre compte que le fait que moi je prenne 5 mètres cubes de gravier, je pénalise cet ouvrage qui est pourtant mien. Je suis allé voir les gens du PEDU, la direction du PEDU. J'ai vu M. Boisson, je le cite. Je lui ai posé la question, je dis, la route était déjà finie, je dis, monsieur le coordonnateur, je voulais savoir, est-ce que en amont, pendant la construction de la route, vous aviez sensibilisé les populations pour les faire approprier. Nous devions, quand le gouvernement met de l'argent public, investit d'énormes sommes pour la construction des immeubles, la construction des routes, la construction des ouvrages, la population doit se les approprier. Et c'est le rôle dévolu aux missions de contrôle. Les missions de contrôle. Donc, dans le cahier de charge de construction, on doit avoir ce volet éducation, sensibilisation. Voilà, relations communautaires. J'ai travaillé dans une société des mines, à MPD Congo, pour ne pas citer. J'ai été recruté pour le volet études d'impact social et relations communautaires parce que il y a des conséquences, il y a des villages peut-être à déplacer, il y a des sites sacrés, tout. Il faudrait faire à ce que les populations s'approprient leur ouvrage pour que ces ouvrages durent. Très bien. Nous allons marquer une pause publicitaire pour la première partie et puis nous reviendrons dans cette deuxième partie et nous essaierons quand même de voir si la non-maîtrise de lotissement et puis la construction d'ouvrages également non maîtrisés, non faites dans les règles de l'art, ne serait pas aussi à l'origine de ce que nous sommes en train de vivre. Une petite page de publicité et on reviendra pour la deuxième partie de l'émission. À la régie. Tous les grands téléphones sont composés de beaucoup de fonctions. Découvrez Elekirmoke, le plus petit de la gamme VMK adapté à ceux et celles qui sont très branchés et très exigeants. Vous êtes fanat des réseaux sociaux? Allez-y, partagez toutes vos sensations, vos projets et vos rêves avec ceux que vous aimez grâce à Facebook en un clic.
Vous naviguez constamment et partout? Allez-y, effectuez vos recherches sur Google. Envoyez et recevez automatiquement vos mails en un clic. Vous adorez la zik? Écoutez vos chansons préférées. Allez-y. Vibrez sous le rythme des plus belles sonneries grâce au MP3 et à la radio intégrée. Vous adorez les vidéos? Allez-y, filmez et regardez vos plus belles vidéos en un clic. Vous adorez les photos? Allez-y, saisissez instantanément vos moments fans et partagez vos joies avec vos proches. Et c'est pas fini! Son petit prix va encore plus vous surprendre. 25 000 francs CFA seulement. Ah ça, et les qui a manqué, c'est grand d'être petit. Illikia Moké, disponible dans nos agences de Brazzaville et Pointe-Noire à 22 500 francs avec MTN Mobile Money. MTN, everywhere you go. Découvrez un nouveau goût. La bière Primus mélangée au jus de citron naturel. Une formule exceptionnelle pour une boisson très rafraîchissante. Primus Radler, un nouveau goût doublement rafraîchissant dans un format de 33 centilitres. Unis par le meilleur réseau, unis par les meilleurs forfaits. Découvre 2 nouveaux forfaits qui déchirent. Le forfait Lobanayo Weekend, tous les samedis et dimanches, reçoit 50 minutes, 100 SMS et 20 MB pour seulement 300 francs. Souscrit en composant étoile 122 étoile 9 dièse. Reçoit 100 minutes, 200 SMS et 50 MB pour 500 francs. Pour profiter de ce super forfait, compose étoile 122 étoile 10 dièse. Le forfait Lobanayo Semaine qui te permet de parler longtemps tous les jours de la semaine. Compose étoile 122 étoile 6 et reçoit 6 minutes, 100 SMS et 20 MB pour 300 francs. Ou compose étoile 122 étoile 7 dièse et reçoit 15 minutes, 200 SMS et 50 MB pour 600 francs. Encore mieux, avec seulement 1000 francs, reçoit 20 minutes, 500 SMS et 100 MB. Pour souscrire, compose étoile 122 étoile 8 dièse. Et Zali Kamouya grande causerie, toi-même tu sais. Unis par les meilleurs forfaits, RTL, le réseau qui nous unit. Another kiss, another smile. Bonjour papa. Another kiss, another smile. Would make my day. Bonjour maman. So wonderful. Pour votre rasage quotidien et aussi pour plus de confort et de douceur, Bic. Donne-moi ce téléphone. Ah, mais c'est maintenant mon tour. S'il vous plaît, on est mon téléphone. Mais c'est mon tour. Ah. J'en ai besoin. Maintenant mon tour. Donne-moi ce téléphone. Que se passe-t-il ici? Oh, laisse. Ce gars a le tarif Warid Express. Mais comme il est idiot, il a couru le dire à tout le monde. Et maintenant, tout le monde veut appeler avec son téléphone. Warid Express, c'est le tarif le plus bas du Congo. Dieu merci, je ne l'ai dit à personne. Passe-moi ton téléphone une seconde, s'il te plaît. Profitez de Warid Express, le tarif le plus bas du Congo, à 1 franc 25 la seconde. Où que vous soyez et vers tous les réseaux. Mais surtout, ne le dites à personne. Warid Express, qui dit Warid, passez à l'action. Voilà, retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'émission. Pluie diluvienne, lotissement non maîtrisé et catastrophes naturelles. Quelles conséquences sur l'environnement? Chacun de nous se rend compte que, avec les invités qui sont sur ce plateau, que si on ne maîtrise pas le bâti, si l'aménagement n'est pas fait dans les règles de l'art, si les constructions des habitations individuelles ne respectent pas un certain nombre de normes, on court droit vers les catastrophes, la nature du sol, etc. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons vous montrer un peu le pont de Diri qui s'est dégradé, le
le mauvais calibrage de l'ouvrage, certains diront, qui est à l'origine de cela. Les canalisations étroites, dans un pays où en 16 jours nous avons reçu plus de 296,9 mètres cubes d'eau, millimètres d'eau en 16 jours. Et donc pour les petites canalisations qui sont parfois construites à ciel ouvert, uniques au monde, sauf au Congo où on construit des canalisations à ciel ouvert, des murs qui s'écroulent alors que les chantiers ont été confiés à des entreprises de la place et côté et qui ne durent que même pas le temps d'une rose. On se pose la question de savoir si les constructions chez nous là sont faites dans les règles de l'art. Alors, je vais demander tout simplement à l'architecte, les constructions des habitations au Congo obéissent à quelles normes? Est-ce qu'elles obéissent, j'ai dit entre guillemets, aux normes qui devaient être celles qu'on trouve par ailleurs? Merci, M. Sonny. Cette question est très fondamentale parce qu'elle va du fait que nous reprochons souvent, nous en tant que corps professionnel des architectes, que souvent les règles de l'art ne sont pas suivies. Nous assistons souvent, malgré le fait que le gouvernement ait fait un grand effort en installant le code de construction, le nouveau code des marchés, qui fait que les marchés ne sont plus à gré à gré. Ce sont des appels d'offres, etc. Mais il y a toujours une insuffisance. Très souvent, dans le fait que les vrais techniciens, dans la partie contrôle, ne sont jamais utilisés, parce qu'on peut faire un appel d'offres, et l'appel d'offres a un soumissionnaire qui va, mais le contrôle se fait par qui? Ce n'est pas l'administration, mais il faut un technicien qui s'occupe du contrôle. C'est le cas que nous avons. On veut bien qu'on fasse la promotion de nos capacités, de nos entrepreneurs locaux, parce qu'il faut qu'ils aient de l'expérience. S'ils n'ont jamais d'expérience, ils n'évolueront jamais. Mais il faut qu'il y ait à côté de cela un contrôle par des techniciens qui ont cette capacité, qui peuvent maintenant suivre pour que les travaux soient... On trouve des routes qui se dégradent en peu de temps, des maisons qui sont mal construites. Parfois, parce qu'il n'y a pas les techniciens qu'il faut. L'entrepreneur est quelqu'un qui réalise. Mais qui fait le maître d'œuvre? Qui conçoit l'ouvrage? Est-ce un technicien de la valeur qui a un pont? Ce pont a été fait par qui? Très souvent, on nous amène des ouvrages ou bien des techniciens venant de l'étranger, alors que nous avons des techniciens sur place. Mais ceux qui viennent de l'étranger, on ne les maîtrise pas. Nous avons tous été dans les mêmes écoles, au fait, pour la plupart des techniciens. Moi, je ne suis pas des architectes. Tous les architectes congolais ont été formés en Europe. Tous, dans tous les pays européens. Ils ont même été parfois parmi les meilleurs. Ils ont été en Italie, aux États-Unis, à Cuba, en URSS, partout, dans tout. En tout cas, pour les 100 architectes, on est environ 100 architectes au Congo. Ils viennent de partout, de tous les pays, même jusqu'en Chine. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit des Chinois. Je ne sais pas pourquoi, qu'ils soient meilleurs que ceux qui sont là. Et les conséquences, nous les suivons. L'ouvrage, parce que très souvent les Congolais ils sont émus. Ah oui, on a fait un peu de temps. Oui, c'est pas parce que l'ouvrage a été fait en 10 jours, mais il faut étudier aussi non seulement l'impact environnemental, comme on dit mes collègues tout à l'heure, mais la durée de vie de l'ouvrage. C'est ce qui est important. Un ouvrage est fait pour durer. Donc il y a une durée. Nous avons des ouvrages qui font 1 semaine, 2 semaines. La route de Miadeka, je ne sais pas si on a... Combien de fois cette route a été construite et reconstruite. L'avenue des Trois Martyrs, aux environs de... On ne sait pas combien de fois... Nous venons de voir, le vent nous a montré comment une toiture... Mais il est interdit qu'on puisse construire la toiture d'un édifice public avec des tôles de 2 kg ou 3 kg. Moi, en tant que contrôleur de champ de maître d'ouvrage, je ne le ferai jamais. Mais qui fait faire cela? Voyez-vous, donc,
on allait pu poser la question après. Voilà. Lorsqu'on constate que fait-on et que subissent ces gens-là. Alors, monsieur Nyanga, certainement que ce n'est pas de vos domaines, mais c'est aussi l'environnement. Est-ce que notre aménagement de l'espace, du territoire, est fait dans les règles de l'art? Monsieur Sony, c'est avec tout le pincement au cœur que je constate que pour la plupart d'ouvrages, nous ne sommes pas sérieux. Soyons sérieux. Nous construisons la route pour 2 ans. Nous ne devions pas construire une route ou un pont pour 2 ans. Quand je vois ce qui s'est passé ce qui se passe à Djiri, j'y vais tous les samedis, ben, c'est déplorable. Je vous ai dit tantôt que j'ai été responsable environnement dans une société DTP Terrassement, c'est pas de la publicité, aujourd'hui Bouygues, qui a construit la route de Kinkala. Lorsque nous avons exécuté... Qui a réalisé des gros ouvrages au Sénégal. Et jusqu'aujourd'hui, tous les pans de la Djiri, le pont de la Djiri, le pont de la Kenny, le pont de la Lima, le pont du Djoué ont été construits par cette société. Et les gens sont revenus, ils étaient là, je crois, l'un des ingénieurs était là. Mais lorsque nous avons commencé à construire la route de Kinkala, sur le tronçon, l'avenant Ngangaligolo, pont du Djoué, nous avons vu déjà, dès que la route est arrivée à Kinkala, il y avait un trafic fou. Mais, entre-temps, nous avons constaté qu'il y avait la construction du barrage d'Imboulou. Il y a eu un trafic fou encore. Et avec le matériel qui passait, et la difficulté d'acheminement par le chemin de fer. Donc, la structure de la route proposée ne tenait pas. A dû être... Non, ne devrait pas tenir 10 mois. Ben, le chef du projet, M. Jean-Yves Alanque, a instruit à son ingénieur méthode, Benjamin Dupeux, un jeune courageux et dynamique, dit, faites-moi un projet pour l'étude de l'importance de la route entre Ngangalingolo et... Ben, je me suis mis à l'œuvre pendant 3 mois. Je restais des nuits entières pour faire le pesage et le contrôle des essieux. Ben, soyez rassurés que si nous avions exécuté cette route telle que c'était au premier CPT, au premier cahier de prescription technique, il serait foutu. Parce que nous avons des véhicules qui ont 16 tonnes à l'essieu aujourd'hui. Et nous avons le trafic quotidien de tout ce qui vient, ça dépasse. Et on n'a pas encore fini la route. On n'a pas encore fini, mais nous avons le barrage de Liweso, nous avons tous les barrages au nord dans la Sangha. Donc, DTP Terrassement a demandé un avenant pour dire, monsieur, la route que vous nous avez posée et que vous nous avez demandé de faire, nous ne la construisons pas. Nous faisons une étude, une contre-expertise, et voilà notre route. Et cette route tient. Donc, nous devrions, aujourd'hui, penser aux ouvrages futuristes. Je vais vous dire, vous surprendre, je suis passé au tribunal, au parquet, à Brazzaville. Nous savons les conditions dans lesquelles travaillent les magistrats. Ben, qu'est-ce que je constate? On construit un petit KGB. Une petite maison juste à l'entrée, au mur, du côté de Air Afrique. Je dis, ben... C'est pour qui? C'est pour qui? Est-ce que c'est une maison, la maison des magistrats? Non. Mais sois un futuriste. Sois un futuriste. La RPCE nous a prouvé qu'il faut être futuriste. Construisons des ouvrages futuristes qui doivent rester longtemps. Et non des ouvrages le temps d'une pluie. Très bien, notre temps. Monsieur Guérélé, vous connaissez
En quelle année on a construit le pont, ce que nous appelons jadis le pont de Saténaire, qui est là? Et quels étaient les maîtres d'ouvrage? Bon, le maître d'ouvrage, je ne connais pas. Certainement. Je ne connais pas, mais je sais que ça tient. Génie civil. Génie civil. Hein? Voilà. À l'époque d'un certain Benoît, je ne vais pas donner son nom. Voilà, parce que parfois il arrive. Bon. Le pont était construit en 1980. Ce pont, il tient encore. Alors, nous allons juste partir à la régie. Si c'était une question de transition, nous allons passer à la régie pour voir le pont de la sortie nord de Brazzaville. Deuxième sortie, pardon. À la régie, si vous êtes prêts, nous allons voir. Accordez-nous 3 minutes de soufflance. Regardons. À la régie, si vous êtes prêts, les images du pont de Djiri. Je suis un entrepreneur, je fais la peinture bâtiment et j'ai un chantier non loin d'ici. Et donc cette route-là normalement me permet d'y accéder. Mais là, ma grande surprise aujourd'hui, j'arrive, je lis la route barrée. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais j'arrive de près, je constate que c'est le pont qui a cédé. Et ben, vraiment, je suis désolé parce que vous vous imaginez qu'on a peu de routes et la toute première là-bas, ça va, mais celle ici, je considère que vraiment elle a été mal conçue. À peine, je ne sais pas combien d'années là, je ne me rappelle plus, et que le pont cède comme ça, vraiment c'est une honte pour la nation. Hein? Et là, pour aller maintenant, disons au nord, avec les embouteillages aujourd'hui, c'est pas évident que la seule route là-bas ne va pas tenir. Hein?
Je ne sais pas si on a oublié le deuxième élément, mais enfin, on nous le mettra. Si à la régie, on n'a pas oublié. Voilà, merci beaucoup. Nous revenons sur ce plateau. Merci à Michael Massamba et Théodore Barlosa qui ont réalisé cette petite virée. On vous a mis 3 images. La première, le pont de Djiri. La deuxième, les caniveaux, l'étroitesse des caniveaux. Et un peu pour rire un peu, la troisième image, c'est le mur qui s'est écoulé, mais c'est le mur de Bayardel. Si on a pris cet exemple, c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps, juste lorsque le président chinois est arrivé, on était en train de construire ce mur rapidement pour qu'on le reçoive dans ses meilleurs atours. Mais aujourd'hui, avec le vent qui a soufflé, ce mur est tombé. Question, d'abord, votre réaction, et on reviendra toujours si c'est fait dans les règles de l'art. Monsieur, c'était vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Comment réagissez-vous déjà à ça? Monsieur Soni, moi, les images que vous nous avez présentées, mais moi, je vais m'attarder plus sur les questions. L'étroitesse, oui. Je pense que nous avons l'architecte. Il est mieux placé pour nous édifier. Mais moi, je vois l'état de caniveau. Pourquoi il y a le caniveau? Allô? Ça joue quel rôle? C'est ça. Il y a quelqu'un qui a... Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Il y a quelqu'un qui a l'antenne. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Excusez-moi, hein. Moi, je voulais intervenir à propos du pont de Djiri. Allez-y. Écoutez, j'ai plus piqué du chef de l'État. Je me rends compte que ceux qui travaillent avec lui ne rendent pas service, aucun service. Il y a des fonds qui sortent, des milliards de fonds qui sortent. À la fin, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Imaginez un peu, une route qui est dite 10e sortie nord. À 2 pas de là se construit un stade niveau olympique africain, je ne sais pas trop quoi. Bon, regardez un peu ce qui s'est passé. Mais c'est la honte. C'est vraiment la honte, c'est une désolation totale. Au premier mur de Bayardel, ça fait combien de temps aujourd'hui? Bon, là, si je prends les routes qui sont bitumées derrière moi, c'est même la foutaise. Mais si on repart vers le pont centenaire, le pont qui a été, je crois, construit par les militaires, ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est là où même se défilaient les militaires avec leurs engins et tout. Mais le goudron tient bon jusqu'aujourd'hui, comme c'est le cas. Formons les militaires, donnons-leur les chantiers, que les civils n'arrivent plus. Parce que vraiment, attendez, même si on veut... Voilà. Alors, donc, nous, on dit pas, dites-le par le verbe.
Mais dites-le par les images. Hein? Mais bon, qu'on nous excuse, ce n'est pas des images photomontées, mais c'est des images réelles. Vous étiez en train de parler. Oui. Caniveau. Vous voyez, Oui. Caniveau, oui. Le sol est tellement fertile chez nous que l'herbe pousse même dans les caniveaux. Donc on peut même planter des tomates dans les caniveaux, ça pousse. Les gens cherchent les espaces pour faire l'agriculture. Vraiment. L'agriculture dans les caniveaux. Vraiment. Puisque l'herbe pousse, ça veut dire que notre terre est fertile. Très fertile. Mais le problème, on n'a pas construit les caniveaux pour qu'on fasse l'agriculture. S'il vous plaît, on a construit pour permettre à l'eau comment ça s'appelle, de s'écouler des eaux. Et qui doit atteindre une destination donnée. Ça a été bien étudié. À ce niveau-là, je souhaiterais que nous nous posons nous-mêmes des questions en tant que population. Qu'est-ce que nous voulons? Lorsqu'il y a des dégâts, qui subit? C'est ça le problème. La terre qu'on enlève du caniveau, on met là, oui, il y a la responsabilité, comment ça s'appelle, de la municipalité. Ok. Nous devons savoir ce que nous voulons et là où nous allons. Lorsqu'on prend, on met là-dedans. C'est à cause de ça que je vous ai dit que les réflexes écologiques que mon frère, l'autre dit éco-conscience, oui. Tout se passe au niveau du mental, s'il vous plaît. Éco-développement, développement durable. Tout ça là vous donne, ça vous absorbe. Développement durable, oui. On dit au niveau des Nations Unies, si ce n'est pas durable, ce n'est pas du développement. C'est pas grave. Mais même le développement durable. Le sous-développement aussi, c'est durable encore aujourd'hui. Oui, mais le problème aujourd'hui, même au niveau du développement durable, merci que vous me donnez cette occasion. On est en avance. Mais nous avons un problème. Nous devons rattraper le retard. Parce que l'éducation au développement durable d'abord. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a eu le lancement, la décennie 2005-2014. 2014, c'est bientôt. Donc le Congo a un retard. Nous devons faire l'effort de lancer pour qu'il y ait le curricula au niveau des écoles et autres. Nos enfants apprennent. À l'exemple du Gabon, à l'exemple du Niger. Vous n'allez pas ignorer que le Congo, c'est en 2008 que nous avons accueilli le Forum mondial délocalisé en Afrique. En 2008. Donc il nous manque l'outil qui s'appelle l'éducation au développement durable. Il y a des sociétés minières, il y a des sociétés pétrolières, autres. Mais on parle du développement durable. Il manque l'éducation. Donc si nous voulons rattraper, la tête de file, c'est l'UNESCO. Donc le ministère de l'Enseignement se retrouve avec le ministère du Développement durable pour que nous puissions lancer. Ça, c'est un cri de cœur que je suis en train de lancer. Mais revenons à à notre caniveau. Justement, notre caniveau. Est-ce qu'il est construit dans les règles de l'art? Est-ce qu'il respecte les normes? Est-ce qu'il n'est pas rikiki? Et que ce rikikisme-là, étant donné le nombre, d'abord les comportements, et aussi les eaux qui passent, on a donné les pourcentages en termes de pluviométrie. Je vais me prononcer, c'est comme je vous ai dit, nous avons la chance d'avoir l'architecte avec nous. Il a un mot à dire. Mais moi, au niveau des caniveaux, je parle de l'insalubrité, le comportement de la population. Et au niveau de la sécurité, j'ai fait HSE, hygiène, sécurité, environnement. Ça, sur le plan sécuritaire, la population est exposée au danger. Des petits-enfants peuvent emporter. Donc, pour nous, nous proposons que ça s'est déjà arrivé à Jeanne Vial, je crois l'année dernière, un enfant a été pris, emporté par la violence des eaux. Donc, sur l'étroitesse ou pas, il n'y a que celui, nous avons un sachant qui sait pourquoi les dimensions, pourquoi est-ce que c'est normal, c'est pas normal, il est mieux placé pour nous. Est-ce que c'est construit à ciel ouvert? À ciel ouvert, moi, ça me dérange parce que en tant que HSE, ça pose problème. Surtout les questions de sécurité. Sûreté. La sécurité d'abord, comme on dit. Et la sûreté après. Est-ce que c'est pas l'argent d'abord, et puis le bricolage, les travaux, ensuite, et on ne rend pas compte? Monsieur Sony, je vais encore revenir sur la responsabilité, les responsabilités à partager dans les ouvrages. Je prends le cas des caniveaux. Vous trouvez tous les caniveaux engorgés. Il faut se poser le problème. Est-ce que l'étude a été menée?
avec toutes les données de pluviométrie, est-ce qu'il y a eu, comme je le dis toujours, l'étude d'impact environnemental et social? Est-ce qu'on a consulté les populations, les grands ingénieurs? C'est eux, hein? Le vieux papa qui est resté dans le quartier depuis 50 ans. Est-ce qu'on connaît combien nous sommes dans nos quartiers? Donc, nous avons tout ce package qu'il faut prendre en compte. Deuxième chose, d'abord dans la conception de l'ouvrage, il faut tenir compte de tous les paramètres. Il y a une aberration. Vous voyez, M. Sony, Brazzaville est béni de Dieu. Nous avons le fleuve Congo avec ses affluents intérieurs à Brazzaville. Nous avons Kelekele, nous avons Zagadia Bangombe, nous avons Diri, Madougouté-Kele, nous avons la foi, nous avons... Donc, la nature nous a créé des collecteurs naturels. Que nous devrions, merci au gouvernement que des grands efforts sont faits. Hein? Madoukou et la Tiémé, et Madoukou et la foi, réhabilité, il reste la Tiémé, je crois qu'on attend. Il y a un grand plan Marshall sur un grand plan. Hein? Il y a un grand plan. Il y a un grand plan sur les ouvrages de drainage, Wet and See. Mais ce que je veux faire savoir, vous trouvez des ouvrages à Brazzaville, des ouvrages de canalisation où la pente, il n'y a aucune pente. Donc, on a construit, pendant que l'ouvrage est en construction, tout stagne, il n'y a aucune pente. Prenez la rue Banza. Vous êtes arrivé devant la DRTV. Devant la DRTV. Il n'y a pas de caniveau. Les pentes ne sont pas respectées. Il y a la responsabilité de l'entreprise. Et le bitume se dégrade aussi. Hein? Mais le premier ennemi du bitume, c'est l'eau. Le deuxième, ce sont les lubrifiants. Donc, il n'y a pas de pente. Ça, il faut voir. Est-ce que c'est le sol qui s'est dégradé entre le temps de l'étude et le temps de l'exécution, mais de grâce, lorsque on construit un ouvrage, il n'est pas dit que lorsqu'on vous a donné le plan, l'architecte, ne sachant pas que la parcelle faisait 10 mètres sur 20, a fait une maison sur 13 mètres sur 20, ben, le maçon va dire non, mais moi je ne peux pas. Il faut un autre plan. Donc, à ce niveau, il faudrait bien que nos missions de contrôle soient sérieuses. Que les maîtres d'ouvrage, comme vous avez donné la mission, il y a ce que nous appelons la caution de garantie. Mais cette caution de garantie doit aller jusqu'à un terme. Souvent, nous négocions mal nos marchés. Bon, le gars a fini, service est fait. 3 mois après, vous lui donnez son argent. Il est parti. Et il disparaît. Il disparaît 4 mois après, la route est sans sable. Donc, personne ne vient. Donc, il n'y a pas de service, comme on dit, après-vente. Il n'y a pas de service après-vente. Donc, on doit être sérieux. Le maître d'ouvrage... Vous faites allusion à qui? Non, nous devrions, c'est les gouvernants. Ah, d'accord. Non, je vais terminer. Rapidement. La population, pour le cas des caniveaux, nos populations, nous avons aussi une responsabilité. Ce que le caniveau que le gouvernement nous a donné est une dépendance de notre parcelle. Nous devrions le curer, nous devrions le nettoyer. Nous avons, comme je l'ai dit, des éco-comportements, éco-responsabilités. Je ne sais pas si à la régie, on peut aussi nous remettre encore l'image du caniveau avec ceux qui ont eu des éco-comportements. On peut curer et on met sur place dehors pour qu'on voit si les Congolais parfois ne le font pas. Monsieur Étoile Natif. Oui, merci. Moi, le problème que j'ai souvent, c'est que j'ai quelquefois des reproches à faire à nos gouvernants, c'est que c'est comme s'il nous manquait de l'ambition. Il nous manque de l'ambition parce que je ne trouve pas pourquoi on ne fait pas des projets viables et qui durent pour l'avenir. C'est comme si on voulait faire quelque chose seulement pour nous. On a épousé la théorie de l'éphémère, c'est-à-dire qu'on fait une route qui dure 5 ans et puis après on doit reconstruire. C'est comme si on aura toujours l'argent, on aura toujours... Non.
Il faut qu'on... On a le pétrole. Hein. Vous savez... On a un peu le bois aussi. Voilà. Mais il va tarir. Nous avons, à Paris, Paris a eu un gouverneur qu'on a appelé Haussmann, qui était le maire de Paris, qui a fait des travaux de Paris, qui durent jusqu'à présent, qui font de Paris la ville lumière, une des plus belles villes du monde. Donc, il faut rêver. Et aujourd'hui, on s'arrache les logements sur le boulevard Haussmann. Voilà. Il faut qu'on rêve. Quand on doit faire un boulevard qui va jusqu'au nord, on fait un boulevard avec tout ce qu'il y a comme disponible pour un boulevard. Bon, je commence à voir timidement qu'on commence à faire tout à l'égout, je l'ai vu au centre-ville, mais ce serait une politique qu'on devait appliquer partout. On a déjà eu des expériences pareilles. Il y a eu une société Sarplace, une société italienne qui a fait aménager une canalisation souterraine au niveau de centre culturel français, cette zone-là, qui persiste, qui existe jusqu'à présent, qui vit bien, malgré les entretiens qui n'arrivent pas. Ayons de l'ambition pour notre pays. Quand on doit faire une route, on fait une route bonne. Quand on doit faire un caniveau qui doit être souterrain et durable, qu'on ne fasse pas un caniveau. C'est cette ambition qui nous manque. Je ne sais pas pourquoi, et elle est due à quoi, et je pense que ce n'est pas l'argent qui manque. Quand on doit faire quelque chose, qu'on fasse... Donc, je pense qu'on doit utiliser les techniciens qu'il faut. J'ai comme un problème aussi qu'on a... On a une phobie du projet, des études. Parce qu'ici, dans notre pays, on ne fait pas assez d'études. Les études ne sont jamais menées jusqu'à leur point. Et automatiquement, parfois, on prend une entreprise qui fait elle-même des études et qui commence à... Voilà, on doit prendre un bureau d'études pour faire une étude, un bureau d'études pour faire un suivi, et une entreprise. Donc, chaque intervenant dans un projet doit avoir son rôle. Le maître d'ouvrage, l'entrepreneur, le contrôleur, et tout le monde doit être là, doit mettre sa main dans la pâte pour que ces choses réussissent, qu'on ait des ouvrages durables. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure, oui, mais consultez l'architecte pour faire une maison. N'allez pas faire une maison. Parce qu'après, on se retrouve à l'étroit, on trouve que la maison est petite, elle ne fonctionne pas et tout le monde est dans la rue. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la maison, elle est mal conçue. Donc, qu'on prenne, comme on est en affaires, on va voir un avocat. Quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on veut construire, on voit un architecte. Donc, je pense que, enfin, pas pour faire la publicité, mais juste pour dire aux gens que voilà ce que nous devons faire. Pour que on a fait les études pour quand même qu'on vienne, qu'on montre ce qu'on sait. On sait faire quand même. Hein. Mais on n'a pas fait les études pour qu'on vienne et que les gens vous marchent dessus. Bon, alors... donc, que les murs soient construits. Je pose la question à l'architecte, j'allais venir. Oui. Et un mur qui est construit comme celui-là, bon, on apprécie bien. Hein? Mais non, si on a que ça dure le temps d'un paix d'un oiseau, je me dis quand même qu'il y a un problème. On utilise mal les gens. Quand on prend un mur et on donne à un maçon, on dit construire le mur, tu as l'habitude de construire. Mais c'est pas ça. C'est un mur. Pourquoi il est tombé avant? Parce qu'il y avait des poussées, il y avait des comportements. On fait une étude. Fondation, machin, mur de soutènement. Il y a des ingénieurs pour ça. On fait des études, puis on dit voilà l'étude pour reconstruire ce mur. Et l'entreprise, évidemment l'entreprise doit avoir un maçon. L'entreprise vient avec tous ses techniciens. Depuis le maître, le contrôleur, depuis le maçon, ils viennent construire ce mur. On ne peut pas dire un maçon va construire le mur. Le maçon n'utilise que son expérience. Il sait qu'un mur, oui, bon, ben un mur, ben oui, ben c'est des poteaux. Mais ce mur-là est particulier. Il connaissait une poussée d'eau parce que la cour de Bayardel avait des poussées, toutes les toitures. Mais donc ce n'est plus l'ouvrage d'un maçon. On doit donner ça à un bureau d'études qui c'est ça ce qui fait nos erreurs. Comme la canalisation venait des caniveaux. Mais les caniveaux ne sont pas faits parce qu'on doit faire un caniveau aussi. La route est petite, faisons un caniveau de 2 mètres. Non, on doit voir quelle est la quantité d'eau qui doit circuler dans ce caniveau. Et cette quantité d'eau va non seulement de l'environnement. Les gens qui vont... On passe à tout à l'égout. Que les caniveaux doivent prendre la canalisation ménagère, que doivent prendre tout ce qui est comme eau pluviale, eau usée, et pour qu'on puisse calibrer un caniveau qui équivaut à l'utilisation qu'il faut pour ce... Monsieur Guélé, vous avez... J'ai comme l'impression que vous voulez un peu essayer d'éduquer la population, mais prenons par exemple l'exemple de ce mur qui a été construit et qui est tombé. Donc je pense que l'entrepreneur a dû recevoir, pour utiliser un mot vulgaire, son blé, n'est-ce pas?
et quelques jours après, ce mur-là tombe. Est-ce que celui-là, cet entrepreneur-là, ou bien ce maçon qui vient de faire ce mur avec les résultats qu'on connaît, doit mériter de notre part des applaudissements? Il doit refaire ses travaux avec ses points propres, ou il doit encore repartir vers le maître d'ouvrage ou bien l'ordonnateur pour qu'on puisse encore lui attribuer ce marché pour qu'il vienne refaire? Que doit-on faire? Merci beaucoup. Parce que c'est bien beau de vous en prendre toujours aux populations qui... Non, nous devons mettre la population toujours en sécurité. C'est à cause de ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir un architecte qui est un sachant, il est mieux placé pour dire tel mur, il y a eu on a construit ça dans telle condition, voilà. Il peut nous faire un diagnostic. Mais non, je ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière. Je ne veux pas me mettre à la place de l'entrepreneur. C'est pour ça que je me dis... On ne cherche même pas ce qui est caché derrière. Oui, pourquoi je me dis? Mais j'ai entendu de la... comment ça s'appelle de la bouche de monsieur l'architecte. Durable. Il prend la durabilité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas arrivé à un mur durable? Il est mieux placé à nous donner la réponse. Moi, je vais passer de l'autre côté. Parce que quand je vois l'érosion, le vent violent, comment on appelle tout ce qui est des poteaux, les dégâts au niveau de la population, j'ai la tête coachée sur l'environnement. Je vous dis qu'au niveau des changements climatiques, les eaux qui stagnent dans les caniveaux, il y a un lien entre l'environnement et la santé. Il y a un lien entre le paludisme et les changements climatiques. Parce que sous le fait de réchauffement, plus les eaux stagnent, les moustiques profitent de se multiplier. Il y a des larves de moustiques. Nous avons le paludisme. Donc nous-mêmes, nous créons des conditions. C'est comme si on invitait les moustiques pour venir nous contaminer, nous donner le paludisme. Donc il y a un problème de salubrité que nous devons prendre conscience. Nous devons chercher des solutions climatiques. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons mis dans le banc, nous serons rangés du côté des réfugiés climatiques ou des déplacés climatiques. Je prends l'exemple. Non, allons-y. Les réfugiés climatiques. Oui, les réfugiés climatiques, vous le savez bien qu'il y a des gens qui peuvent quitter d'un pays à un autre parce qu'il y a eu, vous avez vu ce qui s'est passé en Haïti et autres. Les déplacés qui sont dans le même pays qui vont d'un point à un autre. Je prends l'exemple, les images que vous nous avez projetées, les dégâts. Nos frères et sœurs qui ont perdu les maisons ne vont plus habiter là. Ils deviennent des déplacés. Et c'est par le fait de quoi? La catastrophe. Donc nous devons être à la recherche tout le temps des solutions climatiques. Et nous devons être ensemble, travailler en équipe, en synergie. Les conseils des uns et des autres peuvent nous aider à mieux faire. Monsieur Nanga vient nous dire que le Congo était un pays de Dieu. Béni. En même temps, le deuxième fleuve le plus grand du monde, le fleuve Congo, nous avons des affluents intérieurs au niveau de Brazzaville, mais on a maintenant des forages un peu partout qui peut-être vont attaquer la nappe phréatique pour donner de l'eau à nos concitoyens. Est-ce que vous n'anticipez pas là aussi des risques à venir, alors qu'il faut donner des réponses? C'est bien d'avoir le fleuve, c'est bien. Nous avons le deuxième fleuve le plus puissant au monde, en termes de débit après l'Amazonie. Mais les conséquences, au niveau des impacts des changements climatiques, il y a des zones où le niveau d'eau va augmenter. Imaginez un instant que le niveau d'eau augmente. Il y aura des inondations. Comment M. Sony va s'arranger s'il n'a pas pris les gestes de secours? Comment il va s'arranger? Est-ce que les pouvoirs, excusez-moi, mais est-ce que les pouvoirs publics ne savent pas qu'à un moment donné, à Imboulou, il aurait pu avoir, n'est-ce pas, baisse d'eau pour que ça touche les turbines et qu'on avait construit cette usine-là dans un endroit où il n'y a pas eu vraiment peut-être d'études d'impact. Ce n'est pas M. Souni de savoir si il y aurait des baisses d'eau. Je ne vais pas, si vous me permettez, excusez-moi, je ne vais pas rentrer parce qu'on me signale qu'il reste 10 minutes parce qu'il faut conclure. Oui, bon. Monsieur Nanga. Oui, ce que je voulais dire, Monsieur Sony, c'est avec tous les pincements au cœur.
franchement, c'est tous les pincements au cœur. J'espère que vous allez bien dormir. Oui, que chaque fois que une maison tombe du fait d'une érosion, moi, ça vous fait mal. Bio-ingénieur, ça me fait mal. Je vais vous parler de l'école Émeraude, qui est partie. C'est un don d'Elf Congo dans le temps. Qui est parti. Aujourd'hui, rayé de la carte scolaire, 2 écoles rayées de la carte scolaire avec 15 ans, simplement parce que les gens n'ont pas suivi le conseil du technicien. Donc aujourd'hui, je pense que la mairie, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Administration et des Territoires, tous ceux qui sont là, le ministère des Affaires sociales, nous devrions faire attention, nous devrions être prêts à parer à ce genre de catastrophe. Donc, il doit y avoir la veille des catastrophes, la veille environnementale. La mairie, il y a les érosions, nous avons des techniciens, nous avons les compétences. Quelquefois, ça ne nous demande pas des millions. Souvent, juste des petits gestes, des petits sacs de sable végétalisé, on peut régler. Donc, pour ça, nous pouvons apporter notre compétence, notre modeste compétence à la mairie au bénéfice de notre ville pour peu qu'on vous sollicite. Hein? Voilà. Donc, nous devions prévenir, parce que petite érosion deviendra grande. Donc, qu'il y ait une veille. Donc, les maires d'arrondissement sont aussi interpellés. Merci, monsieur. Moi, en conclusion, je voulais dire ceci, c'est-à-dire que, d'abord, pour nos villes, que ce soit les petites, les moyennes, les grandes, il faut qu'on élabore d'abord des plans directeurs pour qu'on puisse gérer nos villes d'une manière durable. En deuxième position, et je veux, dans ce même cadre, que pour les dirigeants, qu'on ait de l'ambition pour notre pays. Quand on fait un projet, d'abord qu'on suive les règles d'art de la conception d'un projet et qu'on fasse des projets durables. Je répète le mot comme ça. On sera pays émergent. Voilà. Alors, qu'on ne soit pas émergent avec des routes de 2 mètres, de 3 mètres, qu'on soit pays émergent. Donc, qu'on soit des ouvrages qui durent la vie plus que notre génération. Qu'on ne va pas plus loin que notre nez, qu'on dise, voilà, on fait la route pour passer, d'aller à Komboé. Voilà. Donc, qu'on ait cette... Et en plus, un conseil... Ça, c'est un conseil que je donne aux citadins, que ceux qui habitent les villes, qui se comportent comme des citadins, qui commencent à être, comme disait l'autre, avec une vision écologique, qui sachent vivre dans une ville. Ce n'est pas comme on vit dans la cité, dans le village. Que ceux qui administrent ces villes aussi créent les conditions. Que des conditions, évidemment. Et que citoyennes aussi. Et en dernier ressort, des bacs à ordures, des lieux où on peut jeter et pas mettre voilà, que les conditions pour qu'un citadin vive comme citadin soient réunies en fait. Ça va de soi, que ce soit le chef. Oui, mais quel serait un modèle type de lotissement qui pourrait mettre les citadins ou peut-être même les gens qui ambitionnent de créer de nouvelles villes? Les lotissements qui vont nous amener à une bonne, d'abord, c'est créer des éco-quartiers. C'est-à-dire des quartiers qui vivent avec l'ambiance de milieu, qui vivent dans la diversité. Qu'on n'ait pas des quartiers où ne vivent que des riches, où ne vivent que des pauvres. Donc des quartiers d'abord diversifiés, bien équipés et écologiques. Donc qui définit au fait un développement durable, une vie durable dans les villes. Que les gens vivent à l'aise en vivant avec la nature, en vivant en diversité, c'est-à-dire qu'un riche peut vivre à côté d'un pauvre, et qu'ils aient les structures d'une ville qu'il faut, c'est-à-dire tous les équipements qui vont de l'église au commerce, à l'école, au marché. Et en aires de jeu, aires de repos. Voilà, aires de jeu, aires de... Et parc pour notre pays, je souhaiterais que maintenant qu'on commence à évoluer, si on va vers l'émergence, qu'on arrête les 4 murs et un toit, qu'on commence à concevoir des écoles. Si vous gagnez 90 000 francs, on doit évoluer. La vie doit... L'émergence signifie qu'on va vivre mieux. L'émergence signifie qu'on va vivre mieux.
quand on vit mieux, on ne vit plus dans 4 murs, un toit. On doit vivre dans l'harmonie. Donc les écoles, avec les moyens que doivent suivre. Nos écoles, nos hôpitaux doivent être bien conçus par les techniciens qu'il faut. Donc pourquoi on ne doit pas vivre dans des écoles, que les enfants ne peuvent pas faire des études dans des bâtiments climatisés? Pourquoi? Pourquoi nos enfants ne peuvent pas s'asseoir seuls sur une table banc et avoir... On crée des aérations. Voilà. Mais que ça peut être climatisé, bioclimatisé, donc avec une climatisation naturelle. Donc, mais c'est une conception qui peut se faire. Donc on évolue aussi dans ce sens. Et pourquoi les élèves doivent étudier avec des lampes tempêtes? Voilà, avec des lampes tempêtes. Nous avons le soleil, nous pouvons utiliser l'énergie solaire, nous avons le vent, nous pouvons l'énergie éolienne. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer et arranger notre vie pour que vraiment l'émergence soit. Très bien. Alors, donc on me dit qu'il reste 8 minutes, mais dites-moi, Kintélé, ça sera une nouvelle ville? C'est une ville pensée? Ou c'est aussi un lieu où on y a mis quelques structures juste parce qu'on veut désengorger? Juste un mot, je n'ai pas vu le plan directeur de... J'ai peur que ça soit un puzzle, c'est-à-dire que ça soit des éléments qu'on a placés, l'université, le Congo, et qu'il n'y ait pas d'harmonie entre ces entités. Et donc on va rester dans un chaos terrible parce que la vie ne va pas fonctionner. Voilà. Donc ça sera encore le chaos, éternel recommencement. Alors, je vais dire merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission, à Michael Massama pour les images, Balossa pour le reportage, Jean Soster Neroli pour le montage, David Gomez qui est là encore comme d'habitude, et puis Adi David Pion Kenzo. Mais je m'en vais, avant de nous quitter, en remerciant M. Gelele et M. Nyanga et notre ami Ito Agate, demander à ce que l'on nous repasse en signe de conclusion le reportage qui avait été réalisé par Morel Mabele sur cette catastrophe, et après on va se dire au revoir. Vous verrez que c'est poignant d'imaginer que nos compatriotes en détresse, pour certains qui ont tout perdu, logement, habitation et maison, se retrouver comme par hasard dans le dénuement total, mais que les structures d'accompagnement, même d'assistance, n'aient pas été mis en place pour essayer de les soutenir. À la régie, si vous êtes prêts, nous allons conclure par ce reportage de Morel Mabele qui est allé traîner sa caméra et son micro du côté de Sadelmi. Et nous conclurons l'émission. La pluie de vendredi dans la soirée n'a pas elle aussi épargné la population du quartier Itiali dans l'arrondissement 7 Mfilou. Ce pylône qui avait résisté lors de la dernière pluie a finalement été emporté. Des dégâts matériels et des pertes en vies humaines sont signalés. Le marché détruit fait actuellement place à ce ravin. Certaines maisons ont été emportées, d'autres sont sous la menace. Face à l'avancée vertigineuse de ce ravin, certaines familles ont pris l'option de déménager. Détruire leur maison avant que le pire n'arrive. Philippe Soumounou, l'un des habitants de ce quartier, exprime son ras-le-bol face à l'indifférence des pouvoirs publics pourtant suffisamment avertis. Nous nous sommes organisés en comité. Nous avons touché l'autorité de l'arrondissement de Mfilou jusqu'à voir même notre député et même expressement un jour on a sollicité les grands travaux. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Nous sommes très délaissés. Le quartier, il n'y a pas des autorités qui viennent nous assister. Les dégâts que vous constatez, l'érosion s'amplifie et vous voyez aujourd'hui c'est la pylône qui est tombée, la pylône de la haute tension. Donc je ne sais pas qu'est-ce que... Même le marché. Et là, ce n'est pas encore fini. Le marché, il y a déjà un grand rêve qui s'est fait et vous allez encore voir la pluie prochaine. L'érosion va toujours continuer. Cette situation dramatique qui devrait mobiliser les pouvoirs publics, les ONG, la municipalité dans d'autres cieux n'a pas encore trouvé de réponse. Car l'exemple des Philippines est frais dans les mémoires.
La question que l'on se pose est celle-ci. Pourquoi les autorités municipales et gouvernementales, par le biais du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, n'apportent-elles pas une assistance à cette population du quartier Itiali qui ne sait plus à quel sens se vouer? Peut-être parce que cette population est allée construire dans une zone non lotie et que le gouvernement voulait leur mettre face à leurs responsabilités. Dans tous les cas, le devoir de l'État est de protéger les populations. Affaire à suivre. Voilà, le devoir de l'État est de protéger les populations, a dit Morel Mabélé. Affaire à suivre, a-t-il conclu. Alors, nous, on n'est pas là pour dire aux uns aux autres ce qu'ils doivent faire. Chacun de nous sait ce qu'il reste à faire. Nous avions voulu juste nous poser la question de savoir si les lotissements non maîtrisés ne peuvent pas avoir des conséquences sur l'environnement. Et là, on vient de le démontrer et les images l'ont montré. Et on ne peut pas faire des constructions dans un environnement où on connaît la nature du sol. Si ce sol est un sol fragile, comme l'a dit le technicien, il y a des risques d'érosion. Et pour éviter qu'il y ait des érosions dans des lieux comme ceux-là, il faut peut-être planter des bambous ou peut-être mettre un certain nombre de plantes pour essayer d'arrêter l'évolution de ces érosions. Alors, avec une pluviométrie abondante dans des pays comme les nôtres, on nous a fait un petit calcul rapide en nous disant qu'en 16 jours, il est tombé plus d'eau que l'on devait s'attendre au mois d'octobre et novembre réunis. Alors, face à cela, est-ce qu'il y a des possibilités d'anticiper? Les gens diront, ah oui, mais quand la pluie vient, nous, on ne peut pas savoir comment faire. Mais on peut aussi créer les conditions pour déjà anticiper, parce qu'on connaît la zone dans laquelle nous vivons. On est en pays tropical humide. On connaît qu'il y a un taux de pluviométrie qui est élevé. On sait que quand il y a un taux d'ensoleillement, il avoisine les 30 ou 35 degrés. Et donc, ça, on ne va pas l'apprendre à 50 ans après les indépendances. C'est comme ça. Et quelles dispositions on prend? Ça, c'est au gouvernant de prendre. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est aussi anticiper. Anticiper pour se projeter vers l'avenir. Nous avons dit ça. Nous avons terminé. Il ne me reste plus qu'à remercier M. Guélélé, encore une fois, M. Nyanga et M. Itoa Gaté pour avoir répondu à notre invitation. Rediffusion vendredi prochain sur la même chaîne à partir de 15 h. S'il plaît à Dieu, passez une bonne soirée chez vous. Générique et à la semaine prochaine. Merci.